Je ne peux toujours pas regarder de photos d'elle parce qu'elle me brise le cœur. C'était le 20 mai 2016 et Robert Groppel n'avait aucune idée que sauver sa propre vie lui demanderait de prendre la décision la plus dévastatrice qu'un être humain puisse avoir à affronter. À 8500 mètres d'altitude, Robert a regardé sa femme Maria sombrer dans l'inconscience dans ses bras pendant les 12 heures suivantes. Il allait affronter la montagne, la mort et ses propres limites pour tenter de sauver la femme qu'il aimait. Mais ce qu'il allait être forcé de faire à la fin, honnêtement, je ne peux pas imaginer vivre avec ce choix. Des couples devenant des repères gelés à un mari forcé de prendre des décisions déchirantes. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 couples dont le rêve d'Everest a viré au drame. Et notre dernière histoire aujourd'hui est tellement dévastatrice qu'elle rend les autres histoires presque clémentes en comparaison. Ressentez-vous une certaine responsabilité ? Bien sûr, mais pourquoi ? Parce que je suis un mari, c'est mon devoir de protéger ma femme et de la ramener à la maison. Et c'est tout à fait naturel pour moi de me blâmer. Personne ne te blâme. Bienvenue à la limite extrême. Laisse-moi commencer par l'histoire qui va te hanter longtemps après la fin de cette vidéo. C'était le 22 mai 1998 et Frances Arcentiev était sur le point d'accomplir quelque chose qui la rendrait célèbre pour toujours, mais pas de la manière qu'elle avait espéré. Frances n'était pas une alpiniste typique de l'Everest. C'était une comptable de 40 ans, originaire du Colorado, qui avait développé une obsession qui a complètement envahi sa vie. Devenir la première femme américaine à atteindre le sommet du mont Everest sans utiliser d'oxygène en bouteille. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie au sommet de l'Everest. Il n'y a qu'un tiers de l'oxygène dont votre corps a besoin pour survivre. La plupart des gens meurent lorsqu'ils essaient de grimper sans oxygène supplémentaire. Seules environ 200 personnes y sont parvenues avec succès parmi les milliers qui ont essayé. Mais Frances et son mari Sergei étaient ce que les alpinistes appellent des puristes, des grimpeurs qui pensaient qu'utiliser de l'oxygène en bouteille était de la triche. La montagne Everest n'était pas sa première expérience. Avant 1998, elle avait déjà fait ses preuves sur certaines des montagnes les plus difficiles du monde, mais son expérience en haute altitude était surtout concentrée sur les sommets d'Alaska et de Russie. En 1992, lors de l'ascension du mont Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, Frances a rencontré Sergei Arcentiev. Membres d'expéditions différentes, leur rencontre fortuite sur les pentes glacées du Denali a créé un partenariat qui les conduirait ensemble au sommet partout dans le monde. Tous deux allaient se gravir ensemble le Denali ainsi que le mont Elbrus en Russie. Mais malgré ses ambitions, Frances n'était pas une vétérane des géants de l'Himalaya. En fait, il n'existe aucune trace qu'elle ait tenté d'autres grands sommets de l'Himalaya. Avant l'Everest, sa seule véritable expérience de ces montagnes remonte à l'année précédente, en 1997, lorsqu'elle a accompagné Sergei jusqu'au camp de base de l'Everest. Elle a atteint le camp de base avancé, mais n'a pas tenté sérieusement d'atteindre le sommet. Cette ascension était celle de Sergei. Francis était là en soutien, s'imprégnant de la montagne, peut-être en se préparant à ce qui allait arriver. En 1998, Francis est retourné à l'Everest, déterminé à entrer dans l'histoire. Le plan était d'atteindre le sommet par la difficile arête nord depuis le Tibet avec une équipe internationale d'alpinistes, dont son mari Sergei, il prévoyant de partir à la mi-mai. Mais c'est là que l'histoire devient étrange. La nuit précédant le départ de Francis pour l'Everest, son fils de 11 ans Paul s'est réveillé en hurlant à cause d'un cauchemar. Dans son rêve, il avait vu 2 personnes piégées sur une montagne, incapables d'échapper à la neige qui semblait les attaquer. Quand il a appelé sa mère, la suppliant de ne pas partir, Francis a dit quelque chose d'étrange. « Je dois le faire comme si elle était poussée par quelque chose qui lui échappait. Petit détour sur ce train du chaos. » Si vous voulez plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve à la vraie limite extrême. Le 15 mai, leur équipe internationale est partie et au début, tout s'est déroulé comme prévu. Ils ont rapidement progressé à travers les camps qui jalonnent chaque ascension de l'Everest, du camp de base au camp avancé, puis jusqu'au camp supérieur à 6400 et 8200 mètres. Au fur et à mesure de leur ascension, Sergei et Francis se sont acclimatés avec soin, se préparant à ce qu'ils pensaient être l'accomplissement d'une vie. Le 20 mai, ils étaient prêts à tenter le sommet, et c'est là que les choses gomérantes commencent à devenir vraiment inquiétantes. Lors de leur première tentative d'atteindre le sommet, ils ont dû rebrousser chemin à cause de vents violents, mais c'est lors de la deuxième tentative. Ça me donne encore des frissons rien que d'y penser.
Imaginez la scène. Vous grimpez dans la zone de la mort, dans l'obscurité totale, en vous fiant uniquement à votre lampe frontale pour naviguer sur des corniches glacées et des crevasses qui pourraient dû vous tuer sur le coup. Et puis, au pire moment possible, votre lampe frontale tombe en panne, elle s'éteint complètement. Vous êtes soudainement aveugle à 8500 mètres d'altitude, entouré uniquement par la mort noire et glacée. Beaucoup auraient vu cela comme un avertissement de la montagne pour rebrousser chemin, mais Francis et Sergueï ne l'ont pas interprété ainsi. Pour eux, chaque échec n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. Vous vous souvenez du cauchemar de son fils ? 2 personnes piégées sur une montagne, incapables d'échapper à la neige qui semblait les attaquer. Après 2 tentatives ratées et du matériel tombant mystérieusement en panne au pire moment possible, on pourrait penser que quelqu'un commencerait à se demander si ce rêve n'essayait pas de les avertir de quelque chose. L'obsession peut vous faire ignorer les signes évidents. Vous vous dites simplement que ce n'était qu'un rêve. Alors, le 22 mai, malgré les échecs précédents, ils ont tenté une 3e ascension. Et cette fois, quelque chose était différent. La météo était parfaite, leur équipement fonctionnait. La montagne semblait leur donner la permission de réussir. Et en fin d'après-midi, le 22 mai 1998, ils ont finalement accompli l'impossible. Francis est devenue la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Ils se sont tenus au sommet du monde, prouvant que la volonté humaine pouvait tout surmonter. C'était, et cela reste encore aujourd'hui, l'une des réalisations les plus incroyables qu'un alpiniste puisse accomplir. Mais la montagne n'en avait pas encore fini avec eux, car ils ont grimpé sans oxygène. Ils avaient progressé incroyablement lentement tout au long de la journée. Lorsqu'ils ont atteint le sommet, il était si tard qu'ils ont dû entamer la descente dans l'obscurité. C'est alors que la montagne a révélé sa vraie nature. Descendre l'Everest est déjà très dangereux en temps normal. En fait, de nombreux alpinistes considèrent que c'est la partie la plus dangereuse de l'expérience de l'Everest, et il est facile de comprendre pourquoi. Au moment où vous atteignez le sommet, vous êtes déjà épuisé. Vos réserves d'énergie sont épuisées, vos muscles lâchent et votre cerveau fonctionne à peine dans l'air raréfié. La gravité, qui semblait être un ennemi lors de l'ascension, devient soudainement une menace bien plus grande lors de la descente. Chaque pas est une lutte pour rester debout, rester concentré et continuer à avancer, et cela même en plein jour. Descendre l'Everest dans l'obscurité n'est pas seulement dangereux, c'est souvent une condamnation à mort. Vous progressez sur des arêtes étroites surplombant des précipices de centaines de mètres et franchissez des crevasses pouvant vous engloutir. Pendant ce temps, votre lampe frontale crée des ombres qui transforment chaque roche en monstre. Votre perception de la profondeur est complètement faussée. Ce qui ressemble à un sol solide pourrait être un trou menant dans l'abîme. Tout cela en absorbant qu'un tiers de l'oxygène dont votre corps a besoin pour survivre. Mais ce ne sont pas seulement les dangers physiques qui rendent la descente de nuit si mortelle. C'est ce qui arrive à votre esprit. Dans l'obscurité, entouré par le vent hurlant et la conscience d'être complètement seul. Dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Votre cerveau vous joue des tours. Vous voyez des choses inexistantes, entendez des voix appelant votre nom, ne pensez plus clairement et ne pouvez plus prendre de décisions rationnelles. Et dans ce délire causé par le manque d'oxygène, entouré par la mort noire et glacée, l'impensable s'est produit. Francis et Sergueï se sont séparés pendant leur descente dans l'obscurité. Le temps, cette nuit-là, était calme et clair. Mais sur l'Everest, même un ciel parfait ne peut pas vous protéger du froid brutal, de l'épuisement et des effets suffocants de l'altitude. Chaque pas était une bataille, et alors que la nuit engloutissait la montagne, Sergueï perdit Francis de vue dans le chaos. Lorsque Sergueï finit par tituber jusqu'au camp à l'aube, après des heures d'ascension, il se retourna, s'attendant à voir Francis arriver juste derrière lui, mais elle n'était pas là. J'imagine la terreur qu'il a ressentie en comprenant que la femme qu'il aimait était en haut de cette montagne, seule, sans oxygène, probablement en train de mourir. La plupart des gens seraient restés au camp, auraient accepté cette réalité tragique et se seraient concentrés sur leur propre survie. Mais Sergueï ne pouvait pas vivre avec ce choix. Alors, malgré l'épuisement, malgré la conscience du danger, il a fait quelque chose qui a scellé leur destin à tous les deux. Il a pris une bouteille d'oxygène et des médicaments, puis il est remonté dans la zone de la mort pour retrouver la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, ce même matin du 23 mai, une équipe ouzbèque qui montait vers le sommet a trouvé Francis dans un état terrible. Elle était à peine consciente, montrant des signes de grave manque d'oxygène et d'engelure. Son cerveau enflait à cause du manque d'oxygène.
Francis avait passé toute la nuit seule dans la zone de la mort parce qu'elle n'avait tout simplement pas pu suivre Sergueï lors de la descente. Sans oxygène en bouteille, elle avançait beaucoup plus lentement et son corps commençait à s'arrêter à cause de l'épuisement et du manque d'air. Contrairement à Sergueï, qui avait des années d'expérience en haute altitude et pouvait supporter la souffrance, Francis était plus faible et moins préparée à ces conditions brutales. En conséquence, elle a pris beaucoup de retard, incapable d'aller plus loin et maintenant elle mourait lentement, cellule par cellule. Choqués par la scène, les alpinistes ouzbeks ont immédiatement essayé de l'aider, lui donnant le peu d'oxygène en bouteille qu'ils pouvaient épargner, tentant de la déplacer physiquement. Ils se sont vite rendus compte que, dans leur propre état d'épuisement, s'ils essayèrent de la porter ou de rester avec elle plus longtemps, ils risquaient eux-mêmes de mourir. Face à leur survie, ils ont pris une décision difficile, l'attacher à la corde de sécurité longeant l'itinéraire pour éviter qu'elle ne tombe de la montagne. Et ils l'ont laissée là, promettant d'essayer de l'aider à nouveau lors de leur descente. Lorsqu'ils sont revenus des heures plus tard, Francis était toujours là, encore en vie, mais son état se détériorait rapidement. À ce moment-là, elle avait passé plus de 12 heures exposée dans la zone de la mort et les alpinistes eux-mêmes étaient désormais complètement épuisés. Ils n'avaient tout simplement plus la force physique de l'aider davantage. Ils devaient se sauver eux-mêmes pour survivre, alors ils l'ont laissée à nouveau, cette fois pour de bon. Alors que les alpinistes ouzbeks redescendèrent du sommet, ils se dirigeaient vers le camp 6, le camp le plus élevé de ce côté de l'Everest. Ils étaient fatigués et se concentraient uniquement sur le fait de rentrer sains et saufs. Sur le chemin de la descente, bien au-dessus du camp 6 et en pleine zone de la mort, ils ont vu Sergueï Arsentsiev grimper seul. Il portait une bouteille d'oxygène et des médicaments. Même s'il était épuisé, Sergueï remontait pour retrouver sa femme Francis. Poussé par un amour si puissant qu'il l'aveuglait face à la réalité de ce qu'il tentait. Ce fut la dernière fois que Sergueï Arsentsiev fut vu vivant. Les dernières heures de Sergueï demeurent l'un des plus grands mystères de l'Everest. A-t-il retrouvé Francis? A-t-il passé ses derniers instants à essayer de la sauver? Ou est-il mort dans l'obscurité, sans jamais connaître son destin? La montagne a gardé ses secrets. Le lendemain matin, le 24 mai, l'alpiniste britannique Ian Woodall et la sud-africaine Cathy O'Dowd ont retrouvé Francis exactement au même endroit où elle avait été laissée. À ce moment-là, elle avait passé plus de 30 heures dans la zone de la mort. Elle était encore en vie, mais à peine. Quand Cathy a regardé Francis dans les yeux, elle a vu quelque chose qui la hantrait pour toujours. Sa peau était laiteuse, blanche et totalement lisse. C'était un signe d'engelure grave et cela lui donnait l'apparence d'une poupée de porcelaine. Ses yeux me fixaient avec des pupilles qui ne faisaient pas la mise au point, d'immenses, sombres abîmes. « Ne me laisse pas », murmura-t-elle, encore une fois, je me sentais mal. Avec ses longs cheveux noirs, elle me ressemblait. Pendant une seconde choquante, j'ai eu l'impression d'entrevoir un futur possible pour moi-même. Et puis Frances a chuchoté les mots qui allaient en devenir son dernier message au monde. « Ne me laisse pas seule, s'il te plaît ». Ce furent les derniers mots que Francis Arsentsiev ait jamais prononcés. Woodall et O'Dowd ont essayé désespérément de la sauver, mais il était trop tard. Elle est morte quand ils l'ont trouvée allongée sur le côté, encore attachée à la corde. La femme qui avait accompli l'impossible était devenue une autre victime des mathématiques cruelles de la montagne. Mais voici ce qui rend l'histoire de Francis et Sergueï si profondément troublante. Francis est morte sans savoir que son mari avait déjà sacrifié sa vie en essayant de sauver la sienne. Le corps de Sergueï a été retrouvé l'année suivante par Jake Norton, un membre de l'expédition Mallory et Irvine de 1999. Pendant 9 ans, le corps de Frances est resté visible sur la principale voie d'ascension. Elle était assise là, paisiblement dans la neige, toujours attachée à la corde, les yeux ouverts, les cheveux flottant au vent. Les alpinistes la surnommaient la Belle au bois dormant car elle paraissait juste reposée. Des milliers de personnes ont croisé son corps en montant au sommet. Elle est devenue un repère, tournée à gauche à la Belle au bois dormant. Ils disèrent que la femme, qui voulait prouver que les Américains pouvaient conquérir l'Everest sans oxygène, était devenue une attraction touristique pour les autres alpinistes. Finalement, en 2007, l'alpiniste britannique Ian Woodall, hanté par sa rencontre avec elle, a mené une expédition pour offrir à Francis une sépulture plus digne. Ils ont enveloppé son corps dans un drapeau américain et l'ont déplacé à un endroit où elle ne serait plus visible des alpinistes. C'était un petit acte de compassion, mais cela ne pouvait pas effacer la tragédie. Ce qui me dérange le plus dans l'histoire de Francis et Sergueï, c'est comment elle montre que l'amour peut devenir une sentence de mort sur l'Everest. Si Sergueï avait accepté la perte de Francis et s'était concentré sur sa survie,
Il serait peut-être encore en vie aujourd'hui, mais il ne pouvait pas vivre avec ce choix, alors il est mort en faisant un autre. Mais leur tragédie n'est pas unique. Seulement 19 ans plus tôt, un autre couple a appris que parfois, l'expérience ne vaut rien lorsque la montagne décide de vous briser. Nous étions le 2 octobre 1979 et Hannah-Laure Schmatz, âgée de 39 ans, était sur le point de prendre une décision qui allait devenir extrêmement tristement célèbre. Assise dans la neige, à 8500 mètres d'altitude, alors que l'obscurité tombait autour d'elle, cela semblait être le choix le plus raisonnable au monde. Hannah-Laure n'était pas une amatrice dépassée par les événements. Elle et son mari, Gerhard, étaient des alpinistes allemands chevronnés qui avaient passé des années à conquérir ensemble certaines des montagnes les plus dangereuses du monde. Ils n'étaient pas des amateurs ni des grimpeurs occasionnels, mais des alpinistes sérieux, conscients des risques, planifiant soigneusement et respectant les protocoles de sécurité. Gerhard dirigeait lui-même cette expédition. À 50 ans, il était sur le point de devenir l'homme le plus âgé à atteindre le sommet de l'Everest. À cette époque, leur équipe comprenait 8 alpinistes expérimentés et 5 Sherpas, parmi lesquels Ray Jeannette, un alpiniste légendaire qui avait déjà gravi des sommets avec le couple Schmatz. Ray était le genre d'alpiniste que les autres alpinistes admiraient, quelqu'un qui avait survécu aux sommets brutaux de l'Alaska et qui était encore là pour en parler. Si quelqu'un devait réussir l'ascension de l'Everest, cela aurait dû être cette équipe. Ils avaient l'expérience, la préparation, le leadership. C'était censé être une expédition exemplaire et pendant la majeure partie de l'ascension, c'est exactement ce que c'était. L'équipe a suivi chaque protocole de sécurité, s'est correctement acclimatée à chaque camp et a progressé sur la montagne avec la précision d'une opération militaire. Et le 1er octobre, Gerhard a atteint le sommet, tandis que Hannah-Laure a suivi l'après-midi suivant, le 2 octobre, atteignant le sommet avec Ray Jeannette et 2 Sherpas. Réaliser leur rêve après des mois de planification minutieuse, se tenir au sommet du monde a dû être le sentiment d'une vie pour Hannah-Laure. Elle avait tout fait correctement, son équipe était expérimentée, préparée et maintenant enfin couronnée de succès. Mais voici ce qui est vraiment troublant dans ce qui va suivre. Cela montre que parfois, la montagne ne se soucie de rien de tout cela. Alors que l'équipe de Hannah-Laure commençait sa descente, l'épuisement commençait à se faire sentir de manière que même les alpinistes expérimentés ne reconnaissent pas toujours. À une altitude extrême, votre corps n'est pas seulement fatigué. Il est littéralement en train de mourir. Votre cerveau est privé d'oxygène. Votre capacité à prendre des décisions est altérée de manière subtile et vous ne vous en rendez compte que lorsqu'il est trop tard. À l'approche de l'obscurité, l'équipe a dû prendre une décision qui allait déterminer qui vivrait et qui mourrait. Les 2 guides Sherpas les supplièrent pratiquement de continuer à avancer pour descendre au camp 4 avant la tombée de la nuit, car les guides comprenaient quelque chose que les alpinistes occidentaux ne saisissaient pas complètement. La zone de la mort ne pardonne à personne qui y reste trop longtemps, peu importe leur expérience. Mais Hannah-Laure et Ray Jeannette étaient épuisés au-delà de tout ce qu'ils avaient de jamais connu. Chaque pas leur donnait l'impression de courir un marathon. Leurs jambes tremblèrent de fatigue, leurs esprits étaient embrumés par le manque d'oxygène. Et lorsqu'ils ont été confrontés au choix entre continuer malgré leur épuisement ou s'arrêter pour se reposer, ils ont pris ce qui semblait être la décision la plus évidente. Ils ont décidé de bivouaquer à 8500 mètres d'altitude. Pour 3 alpinistes expérimentés qui avaient passé des années à grimper dans des conditions extrêmes, cela semblait raisonnable. Ils avaient des sacs de couchage, un abri, déjà bivouaqués en montagne, mais leur cerveau privé d'oxygène ne comprenait pas cela. La zone de la mort n'est pas comme les autres montagnes. Au-dessus de 8000 mètres, le corps humain ne peut pas s'acclimater. Il ne peut que mourir, lentement et inévitablement. Malgré les avertissements de plus en plus désespérés de leur guide Sherpa, Hannah-Laure, Gerhard et Ray se sont installés pour ce qu'ils pensaient être une nuit difficile mais surmontable. Les Sherpas sont restés avec le groupe même s'ils savaient à quel point c'était dangereux et voulaient désespérément que tout le monde continue d'avancer. Leur expérience leur disait que s'arrêter dans la zone de la mort était une erreur fatale. Mais par loyauté et par sens des responsabilités, ils sont restés avec les alpinistes, partageant le même terrible risque. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Cette nuit-là, alors que les températures tombaient en dessous de zéro et que des vents de force ouragan tentèrent de les arracher de la montagne, ils ont lentement et horriblement compris la véritable nature de la montagne. Ce n'était pas seulement la météo, c'était une machine à tuer qui attendait qu'ils fassent un mauvais choix. Et puis, dans l'obscurité hurlante, quelque chose d'horrifiant s'est produit. Ray Jeannette a commencé à mourir d'hypothermie dans son sac de couchage à seulement quelques mètres de Hannah-Laure et des Sherpas. Je ne peux pas imaginer ce que ces heures ont dû être.
allongé là dans ton propre sac de couchage, luttant contre ton hypothermie, écoutant ton ami et partenaire d'escalade, mourant lentement. À seulement quelques mètres, réalté, luttant pour respirer dans l'air raréfié, son corps s'éteignant système après système, et il n'y avait absolument rien que Hannelore puisse faire pour le sauver. Le traumatisme psychologique de cette expérience, combiné à leur propre hypothermie et à une grave privation d'oxygène, a dû être dévastateur. Elle a passé toute une nuit à écouter son ami mourir, sachant qu'ils pourraient être les prochains, se demandant s'ils reverrèrent le matin. À l'aube, Ray Gennett était décédé. Un Sherpa était déjà descendu au camp 4 pour chercher de l'aide. Il ne restait donc plus que 2 personnes en vie au bivouac, Hannelore et le Sherpa restant, un homme nommé Sherpa Sungdar. Traumatisés d'avoir vu Ray mourir et luttant contre leur propre hypothermie, Hannelore et Sundar commencèrent leur descente. Mais la nuit passée dans la zone de la mort les avait marqués d'une façon qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Le cerveau de Hannelore enflait à cause du manque d'oxygène et son corps commençait à s'arrêter à cause d'une exposition prolongée au froid extrême. Elle mourait lentement et elle ne s'en rendait probablement même pas compte. Et c'est ici que l'histoire de Hannelore devient déchirante de la manière la plus cruelle qui soit. Alors qu'ils descendèrent de la zone de la mort, Hannelore et Sungdare se rapprochaient de plus en plus de la sécurité. Ils voyèrent le camp 4 au loin, si proche qu'ils distinguaient sûrement les tentes individuellement. À seulement 100 mètres à peine la longueur d'un terrain de football, il y avait la chaleur, un abri, de l'aide médicale et la survie. 100 mètres, c'est tout ce qui séparait Hannelore de la vie et de la mort. Elle avait gravi plus de 8500 mètres sur la plus haute montagne du monde et maintenant, seulement 100 mètres la séparaient de la sécurité. Le corps de Hannelore avait été brisé par la nuit passée dans la zone de la mort. La combinaison du froid extrême, du manque d'oxygène et du traumatisme psychologique l'avait poussée au-delà de ses limites. Elle s'est assise contre son sac à dos, pensant sans doute qu'un court repos suffirait avant les derniers mètres. Elle ne s'est jamais relevée. Ses derniers mots étaient simples et désespérés. De l'eau, de l'eau. Puis, elle a fermé les yeux et est morte d'hypothermie et d'œdème cérébral à seulement quelques minutes d'atteindre de l'aide. Cette tragédie est d'autant plus dévastatrice à cause de ce qui est arrivé à Sundar, le Sherpa resté avec eux durant leur nuit d'horreur. Quand Hannelore est morte, il n'a pas abandonné son corps pour se précipiter et se sauver lui-même. Il est resté avec elle, essayant de la réchauffer, même si elle était déjà partie, tentant de la protéger du vent et du froid. Sa loyauté et sa simple décence humaine lui ont tout coûté. Lorsque les autres alpinistes l'ont retrouvé, Sundare avait perdu la plupart de ses doigts et de ses orteils à cause des engelures. Sa carrière d'alpiniste était terminée, il avait sacrifié son gagne-pain parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à abandonner une femme morte. Lorsque les équipes de secours les ont finalement atteints, elles ont trouvé Hannelore assise paisiblement contre son sac, les yeux ouverts, les cheveux flottant au vent. Elle semblait juste faire une pause avant de retourner au camp. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la paix qu'elle dégageait, comme si elle avait simplement décidé de se reposer et ne s'était jamais réveillée. Des années durant, le corps de Hannelore est resté un repère sur la montagne. Les alpinistes passèrent au-devant d'elle en montant vers le sommet et elle est devenue un point de repère que les gens utilisaient pour s'orienter. En 1984, la présence troublante du corps de Hannelore est devenue trop difficile à ignorer pour la communauté des alpinistes. L'inspecteur de police Yogendra Bahadur Thapa et son guide, Hank Dorji, ont lancé une mission de récupération pour ramener son corps de la montagne, mais la montagne n'en avait pas fini. Elle continuait de réclamer des vies. Tragiquement, les 2 hommes ont perdu la vie lors de la tentative. Même pour les plus expérimentés, les conditions extrêmes de l'Everest rendent souvent les missions de récupération aussi dangereuses que l'ascension elle-même. Gerhard, quant à lui, a survécu à l'expédition qui a coûté la vie à sa femme et détruit la carrière de Sundar, mais il a été brisé d'une manière qui allait bien au-delà des blessures physiques. Écoutez ce qu'il a dit. Quand il est rentré chez lui, l'équipe est rentrée, mais moi seul, sans ma bien-aimée Hannelore. Francis et Sergueï sont morts ensemble dans la zone de la mort. Hannelore est morte alors que Gerhard atteignait sain et sauf le camp. Mais notre dernière histoire aborde quelque chose de bien plus dévastateur psychologiquement que la mort. C'est l'histoire de Maria Stridom. Nous sommes le 21 mai 2016 et Maria Stridom s'apprête à affronter l'épreuve ultime de tout ce en quoi elle croyait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses derniers mots à son mari le hanteraient pour le reste de sa vie. Maria n'était pas simplement une autre alpiniste tentant l'Everest pour la gloire personnelle.
Cette professeure de finance de 34 ans, originaire de Melbourne, avait passé des années dans une quête qui avait consumé toute son existence. Elle était obsédée par l'idée de prouver que les gens avaient tort au sujet du véganisme, et l'Everest allait être sa déclaration ultime. Beaucoup pensent à tort que les végans y sont mal nourris et faibles, comme l'a souligné Maria en interview avant l'expédition. Nous voulons prouver que les véganes peuvent tout faire et même plus. Elle et son mari, Robert Groppel, vétérinaire, avaient déjà passé 8 ans à escalader des montagnes ensemble tout en suivant un régime strict à base de plantes. Spécifiquement pour défier les critiques, affirmant que c'était impossible, sans coup monté ni campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Maria et Robert étaient des alpinistes sérieux qui avaient conquis le Denali, l'Aconcagua, le Kilimandjaro et d'autres sommets majeurs, ensemble. Ils tentèrent les 7 sommets, les plus hauts sommets de chaque continent, tout en maintenant leur mode de vie vegan. Chaque ascension réussie était un doigt d'honneur à tous ceux qui disaient qu'ils n'auraient jamais assez de protéines et de fer pour répondre à des exigences physiques extrêmes. Mais l'Everest, c'était différent. L'Everest était l'épreuve ultime qui allait soit valider tout ce en quoi ils croyaient, soit les détruire. Après plus d'1 mois d'efforts au camp de base, tout s'était parfaitement déroulé. Les traceurs GPS de leur téléphone envoyaient régulièrement des signaux à leurs familles en Australie, montrant leur progression sur la montagne. La mère de Maria suivait ces traces numériques de façon obsessionnelle, chaque signal prouvant que sa fille était toujours en vie et avançait vers son rêve. Le 20 mai 2016, Maria et Robert avaient atteint le camp 4 à environ 900 mètres sous le sommet. Le GPS envoyait toujours des signaux régulièrement. Leur famille observait à l'autre bout du monde, retenant leur souffle. Tout paraissait parfait pour leur ultime tentative vers le sommet, mais quelque chose allait terriblement mal dans leur corps, qu'ils ne comprenaient pas totalement. Pourtant, à 8000 mètres d'altitude, il n'y a qu'un tiers de l'oxygène dont votre corps a besoin pour survivre. Votre cerveau commence à enfler, vos organes commencent à s'arrêter. Votre corps est littéralement en train de mourir cellule par cellule, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. Bien qu'ils se sentent tous les deux malades, le matin du 21 mai, ils ont continué vers le sommet. Ils étaient allés trop loin pour abandonner maintenant. C'était l'occasion de prouver que les végétaliens pouvaient conquérir la plus haute montagne du monde. En montant dans la zone de la mort, l'état de Maria s'est détérioré d'une façon qui aurait dû les terrifier. Elle présentait des symptômes classiques d'œdème cérébral. Son cerveau enflait à cause du manque d'oxygène. Ses mouvements devenaient lents, sa pensée devenait confuse. Le plus dangereux, c'est qu'elle ne réalisait sans doute pas à quel point la situation empirait. À seulement 15 minutes du sommet de l'Everest, à 15 minutes d'atteindre tout ce pourquoi il s'était entraîné, sacrifié et rêvé. Pendant des années, Maria a choisi de sauver son mari au détriment de sa propre vie. Robert a raconté aux journalistes ce qui s'était passé à ce moment-là. Et honnêtement, je ne peux pas imaginer ce qu'il a ressenti. Je lui ai demandé « Ça te dérange si je continue ?» Et elle a répondu « Oui, vas-y, je t'attendrai ici. » J'ai demandé à Jimante si je pouvais continuer. Elle a dit « Oui, vas-y, je t'attendrai ici. » Maintenant, avant de lui reprocher d'être imprudent, essayez de voir les choses de son point de vue un instant. Vous êtes à 15 minutes du sommet du monde. La chose qui t'obsède, l'objectif qui a consumé toute ta vie, est juste là. Et la personne que tu aimes le plus te regarde avec des yeux privés d'oxygène et te dit de la laisser derrière et de poursuivre ce rêve seul. Ce furent les derniers mots cohérents que Maria prononça jamais à son mari. Robert continua vers le sommet et atteignit le sommet du mont Everest quelques minutes plus tard. Il avait prouvé que les végétaliens pouvaient gravir la plus haute montagne du monde, mais en atteignant le sommet, quelque chose n'allait pas. Quand j'ai atteint le sommet de l'Everest, ce n'était pas spécial car elle n'était pas là. J'y suis juste monté et descendu, cela ne signifiait rien pour moi. Réfléchis-y. Le sommet, l'objectif qui avait occupé toute leur vie pendant des années, était complètement dénué de sens sans Maria pour le partager. Robert avait tout accompli, mais cela ne signifiait rien car la personne pour qui il l'avait fait n'était pas là pour célébrer avec lui. Robert revint en courant vers l'endroit où il avait laissé sa femme, mais ce qu'il trouva fut un véritable cauchemar. Maria était confuse et à peine consciente, son cerveau enflant rapidement à cause d'un œdème cérébral. La femme, qui prenait des décisions rationnelles et tenait une conversation cohérente quelques heures plus tôt, luttait maintenant pour sa vie de la manière la plus impuissante qui soit. Ce qui suivit, ce furent 30 heures de torture psychologique qui brisèrent l'esprit de Robert d'une façon dont peu pourraient survivre. Robert et plusieurs Sherpas ont tenté de porter Maria en bas de la montagne, mais porter quelqu'un à cette altitude est presque impossible. Votre propre corps est en train de lâcher à cause du manque d'oxygène. Chaque pas donne l'impression de se noyer.
Chaque respiration est une lutte même pour une personne en bonne santé. Imaginez ce que c'était pour Maria, dont l'état ne cessait d'empirer à chaque heure qui passait. Ils partageaient ensemble leur précieux oxygène. Ils sont tombés à court ensemble, parfois le groupe était séparé. Dans le chaos et l'obscurité de la zone de la mort, Robert se retrouvait à tituber seul à travers l'endroit le plus dangereux de la Terre, halluciné par le mal des montagnes, avant de retrouver les Sherpas qui portaient sa femme mourante. À un moment, Robert s'est effondré et est resté immobile dans la neige, pensant 15 minutes, alors qu'il s'agissait peut-être de près de 4 heures. Son cerveau était tellement privé d'oxygène que le temps n'avait plus de sens, la réalité devenait floue. Il subissait le même œdème cérébral qui était en train de tuer sa femme, mais d'une manière ou d'une autre son corps a tenu bon. Peux-tu imaginer ce que ces heures ont dû être ? Ta femme mourait dans tes bras, mais ton propre cerveau était tellement privé d'oxygène que tu ne pouvais pas penser assez clairement pour l'aider. Tu as des hallucinations à cause du mal d'altitude tout en essayant de prendre des décisions de vie ou de mort. Chaque choix pourrait la sauver ou vous tuer tous les deux. Pendant tout ce temps, Maria s'éteignait peu à peu. Le gonflement de son cerveau écrasait sa conscience, petit à petit. La femme, voulant prouver que les végétaliens pouvaient tout accomplir, mourait de la façon la plus impuissante et dégradante. Transporté comme une marchandise à travers un désert glacé pendant 30 heures, Robert refusait d'abandonner. Il continuait d'essayer de la ranimer, continuait de croire que, d'une manière ou d'une autre, son amour et sa détermination pourraient surmonter la sentence de mort de la montagne. Il lui a donné plusieurs injections pour tenter de maintenir Maria en vie sans succès. Son cerveau ne fonctionnait plus à cause de l'enflure et personne ne pouvait l'arrêter. Le soir du 21 mai, après avoir passé plus de 30 heures dans la zone de la mort, Maria Stridem était morte dans les bras de son mari. La cause du décès était un œdème cérébral d'altitude. Son cerveau avait tellement enflé à cause du manque d'oxygène qu'il a simplement cessé de fonctionner. Robert a été évacué à Katmandou par hélicoptère, souffrant du même œdème cérébral qui a tué sa femme. Physiquement, il allait se remettre du mal d'altitude et des engelures, mais mentalement et émotionnellement, il était complètement détruit. Robert a passé des semaines à se battre pour récupérer le corps de Maria, refusant de quitter le Népal sans elle. Il était déterminé à ramener chez lui la femme qu'il avait encouragée à poursuivre leurs rêves, même alors qu'elle savait qu'elle mourrait. La mission de récupération a coûté des dizaines de milliers de dollars que la famille peinait à payer. Mais Robert refusait encore de l'abandonner. Ce qui me trouble vraiment dans l'histoire de Robert, c'est la torture psychologique qu'il doit endurer toute sa vie. Il a atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Il a prouvé que les végétaliens pouvaient gravir l'Everest en atteignant son sommet. Il a gagné et cela n'a absolument rien signifié parce que la personne pour qui et avec qui il l'avait fait n'était plus là. Voici ce qui me dérange le plus chez ces trois couples. Des morts surviennent chaque année sur l'Everest, mais ici, c'est l'amour entre eux qui les a conduites à leur perte. Chaque couple a fait face à la même question qui hante toute relation. En situation extrême, lorsque survie et amour s'opposent, que choisissez-vous ? Sergueï a choisi l'amour et est mort en essayant de sauver Francis. Gérard, sans le savoir, a continué à descendre la montagne et a survécu, mais il a perdu sa femme. Robert a atteint le sommet mais a perdu Maria. Au final, peu importe le choix qu'ils ont fait, chacun a été laissé avec la même douleur et la même culpabilité. Et c'est ce qui rend ces tragédies si profondément troublantes pour moi. Qu'est-ce qui, selon toi, pousse les gens à tout risquer, y compris leurs relations, pour une montagne qui se moque de savoir s'ils vivent ou meurent ? Les couples devraient-ils relever ensemble de tels défis extrêmes, malgré les conséquences potentiellement dévastatrices ? Dites-le moi dans les commentaires, merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.